Alors, à l'origine de notre exposition Picasso baigneuses et baigneurs, il y a cet extraordinaire tableau de Picasso, femme assise sur la plage, que l'artiste peint le 10 février 1937. Cette œuvre, elle est entrée dans nos collections grâce au legs en 1997 de l'actrice et collectionneuse Jacqueline de Lubac. Et on peut dire aujourd'hui qu'elle est devenue l'une des icônes de notre section d'art moderne. Elle se rattache à une série qui est composée de deux autres œuvres presque jumelles, La baignade, qui est datée du 12 février, et La baigneuse aux livres du 18 février. Alors la baignade appartient à la fondation Peggy Guggenheim. La baigneuse aux livres fait partie de l'ensemble des œuvres qui furent données en fait à l'État français en dation par la famille Picasso. Elle n'a jamais quitté l'atelier de l'artiste et elle fut présentée pour la première fois en 1979 au Grand Palais. Donc c'était vraiment à l'origine de l'exposition une sorte de rêve de parvenir à réunir à Lyon ces trois baigneuses, ce qui n'était pas gagné au départ en raison de leur fragilité. En 2018, Venise leur consacre une exposition dossier intitulée Picasso on the Beach. Le Musée national Picasso Paris leur réserve une salle dans l'exposition Picasso chef-d'œuvre à la fin de 2018. À Lyon, nous avons imaginé concevoir autour de ces trois peintures une exposition qui nous permettrait de relire le thème de la baigneuse chez Picasso. De 1908, ce sont les toutes premières baigneuses au bois, dans la proximité des trois femmes et de la Dryade, deux tableaux conservés au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et nous allons jusqu'à 1961, puisque le dernier tableau qui termine l'exposition a été emprunté au musée Berggruen de Berlin et est daté précisément de 1961. Il a été peint à un moment où le thème de la baigneuse tend à s'effacer au profit de celui du peintre et de son modèle. Donc l'exposition, c'est 150 œuvres, une vingtaine de prêteurs, avec un prêteur très important qui est le Musée national Picasso à Paris, des œuvres picassiennes, mais je dirais presque surtout, et je crois que c'est la grande originalité de l'exposition, des contrepoints avec des œuvres des maîtres du passé, des contemporains de Picasso et des artistes d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que lorsque nous avons préparé l'exposition avec Émilie Bouvard, nous avons très vite remarqué que le rivage chez Picasso va devenir peu à peu un espace fantasmatique, une sorte de scène psychique où s'exprime son désir de rivage, pour reprendre la belle expression d'Alain Corbin, son attirance pour ce milieu très particulier de l'entre-deux qu'est la plage entre la terre et la mer. La plage pour Picasso, c'est une sorte d'espace archaïque, comme une sorte d'espace de confins, un monde de monstres. Et c'est vrai que dans les années 1930, Picasso a plusieurs compagnons de jeu, comme l'a montré Émilie, qui s'intéressent comme lui aux monstres marins. Je pense tout particulièrement à la fascination qu'exerçait sur de nombreux de ses contemporains les films du cinéaste scientifique Jean Panevé, qu'il a notamment consacré aux crabes, aux crevettes, aux oursins, aux hippocampes, qui habitent donc l'estran, cette zone intermédiaire, cet espace intermédiaire entre deux marées. Transformation fantasmatique de Picasso en Poséidon, dieu des mers, ça on le voit très bien dans une photographie prise par Dora Maar en 1937 sur la plage de Juan-les-Pins, où on voit Picasso dissimuler son visage derrière un crâne de bovidé qu'il vient en fait de découvrir sur la plage, et tout à coup l'artiste se transforme en monstre, mi-homme, mi-bête, et on sait que bientôt il se représentera sous l'apparence du Minotaure. Alors dans le catalogue de l'exposition, c'est vrai qu'il y a un des décès les plus, je crois, les plus brillants est vraiment celui de Rému Laprusse, qui voilà, rattache ce thème des baigneuses au lien entre l'archéologie, la préhistoire. Et c'est vrai que ce qui surprend quand on regarde ces trois baigneuses de 1937, c'est leur aspect sculptural, leur apparence minérale. Elles sont comme pétrifiées. En préparant l'exposition, je me suis souvent demandé quels avaient pu être les modèles de ces représentations. Alors, on songe à la préhistoire, à ces Vénus. On sait que Picasso avait en fait deux moulages de la Vénus de Lespugue. Et ça, on le sait notamment grâce aux conversations entre le photographe Brassailles et Picasso. Mais on pense aussi à cette extraordinaire série de photographies
qui ont été prises par Aileen Agar lors d'un séjour qu'elle effectue en Bretagne à Ploumanac dans l'été 1936, juste un an avant l'été qu'elle va passer auprès de Picasso à Juan-les-Pins avec ses amis, notamment le couple Éluard, Nuche et Paul, et Roland Penrose et Lee Miller. Et on ne peut pas imaginer que Picasso n'ait pas vu en fait cette extraordinaire série de photographies. Et c'est vrai que j'ai envie de rappeler que cette passion pour les pierres, les mégalithes, elle est partagée à la même époque par d'autres artistes comme Paul Nash, d'ailleurs Rémi y fait allusion, mais elle avait aussi gagné à la même époque Henry Moore, Barbara Hepworth, qui sont deux sculpteurs donc, britanniques, et Graham Sutherland, qui est ce très très grand artiste qui a peint aux côtés de Francis Bacon. Et je pense que Picasso a dû être tout à fait fasciné par cette série de photographies très anthropomorphiques. Et quand je suis face aux Trois baigneuses de 1937, j'aime voir à la fois les photographies de Rocher et aussi cet extraordinaire dessin, cette étude pour le bain turc d'Ingres, la femme aux trois bras. Alfred Barr, qui a été conservateur du MoMA à New York, a été en fait un des premiers à proposer le terme de biomorphisme pour caractériser les toiles entre 1925 et 1937 de Picasso. C'est une période qui a parfois été qualifiée par les historiens de l'art de surréaliste. Et Barr le fait à l'occasion d'une grande expo qu'il organise donc au MoMA, qu'il intitule Cubism and Abstract Art, donc cubisme et art abstrait, qui est organisée en 1936. C'est une tendance que Barr en fait, a un peu de mal à qualifier et à inscrire dans l'arbre généalogique des avant-gardes. D'ailleurs, on voit qu'il lui préfère bientôt une appellation plus large d'abstraction géométrique. Mais c'est vrai que quand il fait cette exposition, il pense et il a envie vraiment de mettre en avant cette série de métamorphoses dont certaines sont qualifiées d'osseuses, qui caractérisent vraiment la création de Picasso au cours des années 30. Alors, Henry Moore était aussi représenté dans cette exposition de 1936 par une sculpture qui s'intitulait Two Forms, qui a fini d'ailleurs par entrer dans les collections du MoMA et qui datait de 1934 et qui a souvent été présentée comme débitrice de l'art de Picasso et de l'art de Hans Arp. Donc, Henry Moore avait tout à fait sa place dans ces contrepoints. On a la chance de l'évoquer grâce à une série de 5 dessins qui nous ont été prêtés par l'Art Gallery of Ontario de Toronto. Et c'est très intéressant de voir combien Picasso et Moore, l'un dans sa peinture, l'autre dans sa sculpture, donc créent vraiment des formes très très organistes. Ils sont fascinés tous les deux par la plasticité des eaux, où ils trouvent une sorte de principe de vitalité. En fait, le Musée des Beaux-Arts de Lyon a organisé en 1953 une grande rétrospective de l'artiste. C'était la première vraiment organisée, puisque celle de Paris qui aura lieu au Musée des Arts Décoratifs le sera seulement à partir de 1955. Et c'était important, à l'occasion de cette exposition des baigneuses, de rappeler justement les liens de Picasso et de Lyon. 1949, René Julian, qui est à la tête du Musée des Beaux-Arts, organise une grande exposition sur les grands courants de la peinture contemporaine de Manet à nos jours. Picasso est représenté par 3 œuvres, dont une tête de bœuf devant la fenêtre qu'il prête, et qui est datée de 1942. Très vite, Julian va nourrir le souhait, le désir d'organiser donc une rétrospective, et il va s'attacher en fait en quelque sorte 3 complices, le galeriste Marcel Michaud et 2 critiques, René Desroudy et Jean-Jacques Cléran. Il va s'assurer aussi la collaboration de la galerie Louise Léris, à travers notamment la personnalité de Daniel-Henri Kahnweiler. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on a voulu, là aussi dans le catalogue, faire une large place aux archives du musée, et on voit comment Julian approche petit à petit Picasso, et pour parvenir à le convaincre de l'intérêt de présenter une grande rétrospective à Lyon, eh bien, il va jusqu'à acheter un dessin de Françoise Gillot, qui était sa compagne et qui était présenté dans la galerie de Marcel Michaud. Cette rétrospective donc, a lieu. C'est une exposition importante puisqu'il y a près de 190 œuvres, avec des prêts pour certains auprès de musées étrangers, notamment de musées américains. On sait que le MoMA, par exemple, a prêté. Et le musée est très heureux du succès.
puisqu'il a pu comptabiliser 36 000 entrées. Alors on espère, nous, quand même, faire un chiffre un peu plus important, mais c'est vrai que les restrictions très sévères imposées par la crise du Covid, voilà, ne nous laissent pas énormément d'espoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de voir finalement présenter une exposition à Lyon en 1953, ça ne relève pas forcément de l'évidence. Il y a des gens qui ont cherché à s'opposer à cette exposition, l'ambassadeur d'Espagne, le préfet du Rhône, le président de la Chambre de commerce. Et c'est amusant de voir que certains commerçants de la presqu'île ont souhaité vraiment militer pour que cette exposition soit présentée à Lyon et n'ont pas hésité à présenter des reproductions d'œuvres de Picasso dans leur vitrine. Alors, le succès est important. Picasso est très heureux et donnera un tableau, Le Buffet du Catalan, qui est une nature morte qui date de 1943. Et c'est l'occasion pour le musée aussi d'acheter une sculpture, le hibou rouge, et 2 lithographies. Donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a vraiment un fonds important qui est dévolu à l'artiste. Oui, l'un des grands intérêts, je crois, de l'exposition, bon, c'est bien sûr de proposer une relecture voilà, des recherches de Picasso autour du thème de la baigneuse, mais c'est, je crois aussi, ces contrepoints qui rythment l'exposition. Contrepoints tout d'abord avec certains grands maîtres avec lesquels il a cherché à rivaliser. C'est vrai que je n'ai pas envie de parler d'influence, j'ai vraiment envie de parler de rivalité. On est accueilli par exemple par une scène des bords de mer de Manet, parce que Manet a été aussi un des premiers à illustrer ses nouveaux loisirs. Il y a bien sûr un tableau de Cézanne, une merveilleuse sanguine de Renoir, qui ont appartenu tous les deux à la collection de Picasso. Et je crois que c'était très important de montrer ce que Picasso va emprunter à l'un et à l'autre de ces artistes. Il y a aussi la présence de Gauguin à travers Noa Noa, qui est un tableau de nos collections que nous avons extrait des collections permanentes. Et puis, alors, il y a les contrepoints avec des artistes contemporains de Picasso. Henry Moore, donc ce sculpteur britannique, les 2 hommes se rencontrent. Moore a raconté comment il rencontre Picasso alors qu'il est dans son atelier de la rue des Grands Augustins en 1937 et qu'il est en train de peindre Guernica. Les 2 hommes donc sont très attentifs à ce qu'ils peuvent faire l'un et l'autre, et Moore a toujours été fasciné notamment par les baigneuses de la série de Dinard, donc les baigneuses exécutées à la fin des années 20. Mais il y a, et je crois que c'est une des grandes surprises de l'exposition, Francis Bacon. Francis Bacon qui est évoqué dans l'exposition par 3 œuvres, qui sont des œuvres vraiment du début, des années 30. Bacon a toujours affirmé jusqu'à la fin, jusqu'à la veille de mourir, combien il avait été fasciné aussi par le Picasso des métamorphoses de la fin des années 20 jusqu'au milieu des années 30. On sait qu'il découvre l'œuvre de Picasso quand il est à Paris, en 1927, à l'occasion d'une grande exposition qui est consacrée au dessin de Picasso. Et il est tellement frappé par cette exposition qu'elle décide vraiment de sa vocation de peintre. Et nous l'évoquons par une peinture très, très étrange, on dirait presque un tableau d'ailleurs de Chirico ou de Cara, qui évoque une sorte de cabine de plage qui est adossée à une sorte d'arbre. On l'évoque aussi à travers un dessin qui représente des figures féminines vraiment qui sont presque qui ont presque été faites d'après les baigneuses de Dinard. Et puis un dessin très, très étonnant avec trois personnages, dont un très fantomatique entre vraiment la représentation de la crucifixion et la représentation de baigneuses. Et puis, il y a 3 contrepoints contemporains que nous avons souhaités. Le premier avec Elsa Sahal. Elsa Sahal, c'est une artiste qui a toujours privilégié en fait un travail à partir de la céramique, qui s'est formée dans l'atelier de Jean-Claude, Éric Titman, à l'École des Beaux-Arts de Paris, et qui s'est beaucoup intéressée au corps morcelé, fragmenté, dans les années 2000. Et quand elle réalise ces fragments de membres, elle pense bien sûr aux baigneuses de Picasso, notamment aux baigneuses réalisées pendant la période de Boisjeu. Alors, à côté de Guillaume Bruyère et d'Elsa Sahal, il y a Farah Atassi. Farah Atassi est sortie de l'École des Beaux-Arts de Paris en 2005. C'est une artiste qui privilégie en fait la pratique de la peinture.
avec des silhouettes très schématiques qui sont construites à partir de formes géométriques. Et elle a repris en fait le motif des baigneuses de Dinard de Picasso. C'est une artiste qui assume totalement l'influence de quelques grands artistes au XXe siècle, des artistes du cubisme, de Matisse, d'Herbin et de Léger, dont elle retravaille les peintures à travers une sorte de filtre décoratif. Alors il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup d'œuvres à découvrir dans l'exposition. Je pense tout particulièrement à une série de dessins de 1955 que Picasso a réalisé au moment où il tournait ce très beau film, Le Mystère Picasso, avec Henri-Georges Clouzot. C'est un film qui avait été rendu possible grâce à la fabrication d'une encre aux États-Unis qui avait la propriété de transpercer le papier sans baver et qui donnait ainsi la possibilité à Henri-Georges Clouzot de capter en quelque sorte la création picturale sans que la caméra s'interpose. Picasso va travailler en direct, donc devant la caméra, sans changer ses habitudes, mais il a beaucoup de mal à concilier en fait le temps de la réalisation du dessin avec la durée du tournage du film. Et donc, avant véritablement de se laisser filmer en train de créer, il va réaliser toute une série de dessins qui vont lui permettre de mettre en quelque sorte au point les grands principes de la composition qu'il va peindre devant le regard d'Henri-Georges Clouzot. Et le Musée national Picasso Paris, en contrepartie en fait du prêt très très important qu'il a accordé pour cette exposition, nous a demandé de participer à la restauration de 5 dessins. Certains d'entre eux sont recto verso, sur le thème des baigneuses, mais aussi sur des thèmes plus arcadiens.